Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Missoff. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Vous êtes délégué général du GICAN, le groupement des industries de construction et activités navales. On va en parler bien évidemment. Vous allez nous expliquer ce qu'est ce syndicat professionnel. C'est un syndicat. Vous avez réalisé l'essentiel de votre carrière dans l'industrie navale de défense. Pourquoi ce choix ? Alors, en fait, c'est un peu un hasard au départ. J'avais prévu de faire ma carrière dans le luxe. Ah oui, rien à voir. Ah, donc absolument rien à voir. Oui, ce sont des produits aussi très technologiques, pas forcément. Par contre, en effet, oui, j'avais prévu de faire ça dans le luxe. Et puis, dans mes études, j'ai fait une école de commerce. J'étais parti pour faire ça. Je devais partir un an en césure en Inde. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, j'ai découvert le oui indien. Et à ce moment-là, donc j'ai fait une petite formation à l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale. Que je connais Et dans ce cadre-là, en fait, après, ça m'a vraiment donné envie de travailler pour la souveraineté de la France, pour l'industrie de défense. Et donc, à la sortie de mes études, en fait, au lieu d'aller dans le luxe, je me suis orienté. Ça crée une vocation chez vous. Ça a créé une vocation, exactement. Et c'est pour ça que je suis parti d'abord chez Airbus. Et puis ensuite, quelques années après, j'ai rejoint donc DCN, qui est devenu aujourd'hui Naval Group, et dans lequel j'ai évolué pendant de nombreuses années en France, et puis essentiellement à l'étranger. D'accord. Donc l'IHEDN, vous l'avez fait en tant qu'étudiant Je l'ai fait en tant qu'étudiant, en tant qu'IHEDN jeune, j'avais une vingtaine d'années. Et c'est vous qui avez fait la démarche néanmoins. Et c'est moi qui avais fait la démarche à l'époque, en effet, parce que ça m'intéressait. On en avait parlé en effet de la Grande Nationale, j'avais eu des maîtres de stage qui m'en avaient parlé, avec des étoiles dans les yeux. Et donc résultat, je me dis, tiens, je vais le faire. Et c'est vrai que ça crée des vocations, et donc c'est extrêmement intéressant. Alors, qu'est-ce qui vous passionne justement dans cette défense des métiers de la défense et surtout de l'industrie navale Moi, ce qui me passionne déjà, c'est qu'on travaille pour l'intérêt commun. Donc aujourd'hui, en effet, au GICAN, quand on en parlait, c'est le syndicat professionnel de l'industrie navale, et on est là pour défendre les intérêts, promouvoir, assurer la promotion commerciale et aider les entreprises de l'industrie navale à se développer à travers des actions structurantes autour de l'internationalisation, de l'innovation, de l'emploi, formation, compétences. Et c'est une industrie qui est extrêmement diverse. Donc vous parlez de la défense, mais il y a aussi du civil. Oui, bien sûr. Énormément d'entreprises d'ailleurs qui sont duales, donc avec des enjeux qui s'entremêlent. Et donc civil et militaire. Et de plus en plus d'ailleurs. Et de plus en plus, ça se voit d'ailleurs dans le monde entier, c'est exactement le même schéma, et on en parlera après, je pense. Mais donc ce qui me passionne, voilà, c'est de pouvoir participer à l'intérêt commun, c'est de pouvoir aider tout ce secteur à être plus compétitif, c'est participer aussi à la souveraineté française, parce que c'est une industrie qui est capacitante pour notre souveraineté, parce qu'aujourd'hui, le commerce passe par les mers. Gros enjeux de sécurité. Très gros enjeux de sécurité, exactement. Donc le commerce par les mers, vous avez l'énergie aussi, les énergies marines renouvelables, l'énergie arrive des mers, la nourriture arrive pour partie des mers, et vous avez en effet besoin de protéger tout ça, et donc vous avez besoin de navires, de drones, de sous-marins pour assurer la protection, pour assurer la pêche. Et cette industrie, elle produit tous ces équipements qui sont des produits, pour certains, de haute technologie, des produits innovants, et maintenant aussi des produits décarbonés. Voilà, c'est ça. Alors, sur la décarbonation, quels sont les enjeux justement de cette industrie, de l'industrie navale ? Il y a beaucoup d'enjeux, parce que aujourd'hui l'OMI a fixé des objectifs à atteindre en termes de décarbonation. Et donc, en effet, vous dites, il faut changer les carburants, il faut passer au carburant de synthèse, au e-carburant. Ce n'est qu'un des leviers pour décarboner les navires. Il y a 11 gros leviers. On est vraiment à l'état embryonnaire là. C'est extrêmement embryonnaire. Ça commence tout doucement, mais c'est pas encore ça. C'est extrêmement embryonnaire. Et en plus d'être embryonnaire, c'est qu'un sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous,
ce qu'on cherche à faire dans les différents travaux qu'on mène avec mon équipe, c'est donner de la visibilité à nos industriels pour savoir dans quoi ils doivent investir, mais aussi aux clients de nos industriels pour savoir ce qu'ils peuvent acheter. Et aujourd'hui, par exemple, on a, et c'est disponible sur notre site internet, mais on a créé le panorama des solutions de décarbonation et on a trouvé plus de 300 solutions françaises pour décarboner les navires. Donc ça peut être aussi bien des voiles, par exemple, pour les paquebots, des solutions véliques. Ça peut être des systèmes d'optimisation des routes. Ça peut être voilà. Donc il y en a 300, donc je ne vais pas toutes les citer. Bien sûr. Mais voilà, mais le carburant, ce n'est qu'un des sujets. Alors, on parlait de sécurisation des routes maritimes, dont vous nous parliez tout à l'heure. Quels sont les enjeux dans un contexte de multiplication des conflits maritimes aujourd'hui? On le voit en mer Rouge, en mer Noire, en mer de Chine. Ça aussi, c'est un gros enjeu pour le GICAN. C'est un gros enjeu parce qu'en fait, c'est un enjeu pour la Marine nationale, bien sûr. Qui est donc un des principaux clients de notre industrie et qui, résultat, se retrouve sur des terrains d'affrontement qui sont très différents de ce qu'il y a pu y avoir il y a quelques années et avec des besoins à la fois de répondre à des menaces beaucoup plus nombreuses et aussi beaucoup plus low cost pour certaines. Donc on a pu voir, et donc ça nécessite à la fois de développer des nouvelles technologies sur des sujets notamment de protection contre l'arrivée des drones, mais aussi d'avoir des solutions pour lutter contre la masse, et donc des solutions on va dire low cost entre guillemets, pour pouvoir répondre à un afflux de menaces, sachant qu'on ne va pas utiliser en effet un missile par menace. Parce détecter, dissuader. Exactement. Et donc c'est tout un ensemble de solutions qui doivent être développées et que développent en effet les industriels français, soit seuls, soit aussi avec des partenaires européens. Ouais. Une industrie qui voit sur le long terme quand même, dans les investissements, parfois il y a des investissements très lourds dans l'industrie navale, qui a donc besoin de visibilité politique, j'imagine. Qu'en est-il? Tout à fait. De toute manière, l'industrie navale, c'est une industrie du temps long. Quand vous faites un projet, déjà alors notamment à l'international, mais quand vous négociez un contrat, ça va prendre plusieurs années. La réalisation, ça peut en prendre aussi beaucoup. Là, quand on parle aussi, par exemple, d'un sous-marin nucléaire, entre le temps de la conception et le temps où il va sortir du service actif, il va se passer une cinquantaine d'années. Voilà, donc on a besoin, en effet, pour garder les compétences, que ce soit pour la conception, pour la construction, pour la maintenance de ces navires, d'avoir une visibilité long terme, d'où l'intérêt de la LPM, la loi de programmation militaire, qui est faite et qui donne une certaine visibilité. C'est 5 ans, et c'est ça. Donc après, voilà, et ensuite, donc vous avez la LPM qui donne cette visibilité qui ensuite est retranscrite dans le PLF. Et ensuite, nous, ce qu'on essaie d'avoir aujourd'hui, c'est un peu la même chose au niveau civil, parce que tous les chantiers qui ne sont pas dans la défense et qui sont sur les sujets civils, ils ont aussi besoin pour voir quels investissements ils doivent faire, de savoir quelle est la visibilité de la commande. Et donc on travaille aujourd'hui à une gestion prévisionnelle des flottes. C'est un des enjeux stratégiques, notamment de cette année. Le gros chantier, c'est évidemment aussi la mise en route du fameux porte-avions qui va remplacer le Charles de Gaulle. Ça aussi, c'est un gros enjeu pour le GICAN. C'est un enjeu dans la mesure où ça va attirer tout un écosystème naval. C'est des centaines d'entreprises qui vont être amenées à travailler sur ce projet-là. Les très grands programmes majeurs qui sont gérés par Naval Group, qui est donc le plus grand chantier aujourd'hui en France. Et ça permet de tirer toute la supply chain. Et donc c'est ça qui est important, et ça leur donne le résultat de la visibilité, mais ça leur permet aussi de développer des solutions qui vont pouvoir à terme exporter aussi dans les autres marines, parce qu'on ne peut pas rester que sur notre marché national, on est obligé d'exporter, et l'internationalisation c'est un vrai sujet au GICAN, et donc on a une grosse équipe, en fait, une grosse partie de nos équipes qui sont en charge. Exporter les produits avec aussi une part de savoir-faire, c'est un peu le problème, ou je ne sais pas, peut-être un avantage selon vous des contrats actuels.
Vous parlez du transfert de technologie, de technologie, absolument. Et alors, moi, dans mon ancienne vie... Ça reste assez sensible. Non, mais dans mon ancienne... Non, pas du tout, parce que dans mon ancienne vie, j'étais justement en charge de la coopération industrielle et j'ai travaillé sur des programmes majeurs, dont le programme des sous-marins brésiliens. Ah oui. J'étais 7 ans au Brésil avant, et où on était en charge justement de faire monter en capacité et en compétence l'industrie brésilienne pour construire des sous-marins. Sans leur donner toutes les clés non plus, parce qu'après on se dépossède aussi d'une certaine suprématie. Pas forcément, c'est-à-dire qu'ensuite, moi j'ai souvent... C'est en effet, c'est un point qui est souvent soulevé, c'est est-ce qu'on risque pas de créer des nouveaux concurrents? Voilà, des nouveaux ennemis à terme. Hein. Et des ennemis à terme. Maintenant, je pense que c'est un cycle vertueux, le transfert de technologie, parce que quand vous transférez, vous réalisez des marges, parce que le transfert de technologie, ça permet de faire la marge. Ça vous permet d'investir et de développer vous-même des nouvelles technologies et d'être en avance sur les personnes à qui vous avez fourni des solutions. D'accord. La question d'un étudiant de Centrale Supélec, à présent, juste après le jingle. La question d'un étudiant de Centrale Supélec. Pour vous, Philippe Missoff, quelles actions devons-nous mener pour réussir la réindustrialisation de la France? Une grosse question. Ce qui se passe dans le secteur industriel, naval, ça se retrouve dans les autres secteurs, mais on va dire, déjà, il y a un premier point qui est de continuer à soutenir l'innovation et le développement. Donc ça, c'est un premier point, je pense, qui est essentiel. Des investissements de la part de l'État, des régions, du soutien aux industriels. Donc ça, c'est un premier point, avec les industriels qui investissent aussi. Donc ça c'est une première chose. Je pense qu'il y a aussi soutenir le développement de l'attractivité des métiers industriels. On a trop longtemps eu une industrie qui a été mal perçue par les politiques et par l'État, notamment dans le domaine naval, où il y a eu des fermetures de grands chantiers dans les années 80. Maintenant, c'est une industrie dynamique, c'est une industrie qui innove, c'est une industrie où on peut faire des carrières magnifiques et où il y a des super passerelles entre les gens de mer, les gens de la Marine nationale et nos industriels. Donc, on peut vraiment faire des carrières complètes. Donc, c'est donner les moyens justement de cette attractivité et mettre en avant cette industrie. Et puis ensuite, c'est mettre en place aussi des mesures fiscales pour soutenir le développement des navires décarbonés. Je pense que c'est quelque chose sur lequel la France doit agir. Des mesures fiscales vers les armateurs, notamment pour qu'ils achètent des solutions françaises et décarbonées. Et ensuite, je pense le dernier point qui pourrait être important pour développer l'industrialisation, attirer davantage de filles peut-être aussi dans cette attirer davantage de filles dans cette industrie. Alors oui, c'est un défi toujours en effet d'attirer l'attraction. Pas forcément, et en plus l'industrie, alors il y a les deux côtés un peu négatifs pour les filles, non? Alors, les filles viennent quand même de plus en plus dans l'industrie, quand même, il faut le savoir. Il y a beaucoup d'associations qui se bougent, dont elles bougent d'ailleurs, sur ce sujet-là. Et qui réussissent à attirer les filles dedans. Nous, on a beaucoup d'actions avec notre partenaire qui est le CINAV, qui est le campus des industries navales, et qui a cette mission d'attirer les jeunes. Et il y a des missions spéciales justement pour attirer les jeunes femmes. Voilà, donc il faut en effet réussir à attirer tout le monde. Voilà. Question de Verian à présent, cabinet d'études et de conseils dédié aux enjeux publics et d'opinion. C'est juste après le jingle. La question de Verian, celle que vous avez choisie parmi plusieurs questions, comment est-ce que vous percevez le rôle de l'intelligence artificielle dans votre secteur d'activité et quelles en sont les opportunités? Alors on perçoit, c'est positif. Voilà, la perception elle est positive. L'IA est nécessaire, l'IA doit être mise en œuvre, alors maintenant avec les limites évidemment qu'on connaît, parce que on est sur une problématique souvent souveraine.
Donc on ne peut pas utiliser l'IA de n'importe quel... on peut pas utiliser ChatGPT sur les navires, soyons clairs. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça va permettre l'IA? Ça va permettre plein de choses dans notre domaine. Alors, on fait parmi les navires et les sous-marins, ce sont les produits les plus complexes au monde à réaliser. Donc vous avez des milliers de kilomètres de câbles à l'intérieur d'un sous-marin, par exemple. Et donc quand vous faites les plans, c'est super complexe. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et l'IA, ça va venir aider par exemple, à réduire dès la conception, à produire un navire où il n'y aura pas ce type de problématique que l'humain pourrait avoir en effet rencontré. Et donc ça va diminuer le temps de conception. L'IA, ça va aussi permettre à simplifier les processus de production. Et puis ensuite, à bord des navires, ça va permettre beaucoup de choses, notamment de l'aide à la décision, notamment quand il y a des menaces multiples, on en a parlé. Ça va permettre aussi d'optimiser... C'est déjà le cas, on utilise déjà l'intelligence artificielle. On l'utilise déjà en partie. En Ukraine notamment. Voilà, en partie. Ça va permettre aussi de travailler sur tout ce qui est la réparation, la maintenance préventive, c'est-à-dire analyser quand est-ce qu'il va y avoir un défaut et pouvoir faire en sorte que ce défaut n'arrive plus. On pourra anticiper le défaut exactement, à venir. Exactement, pour éviter que votre navire soit en panne au milieu de l'océan, vous allez savoir qu'il y a un risque de panne et pouvoir le réparer ou au fond de l'océan et le réparer en effet avant que ça n'arrive. Donc il y a plein d'utilités et en effet sur les sujets de décarbonation aussi, où j'ai commencé à dire tout à l'heure, mais à l'optimisation des routes notamment, ou les optimisations liées à la météo aussi, on a plein de startups qui travaillent sur ces sujets et qui vont permettre de gagner plusieurs points d'efficacité énergétique sur les trajets des navires civils notamment, donc, mais aussi militaires. Vision positive de l'utilisation. Donc une vision très positive en effet de l'IA. Question de l'hémicycle à présent, c'est vous qui allez poser des questions, Philippe Missoff, c'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Philippe Missoff, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes et à nos femmes qui nous gouvernent? Vous avez 1 à 2 minutes face caméra, c'est à vous. Ce que je veux dire, c'est qu'on est arrivé à une époque où il faut se dire que c'est la fin de la naïveté. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en Chine, c'est juste absolument incroyable. On a en une dizaine d'années, la Chine est passée de 10% à plus de 60% des prises de commandes sur les navires civils. Pourquoi ? Parce qu'ils souhaitent se développer dans le domaine militaire. Et ça s'est fait à travers une concurrence déloyale qui nuit à l'industrie navale française et européenne. Et donc il est temps que la France, elle agisse. Il est temps que la France agisse, mais pas seule, qu'elle agisse avec l'Europe. Il est temps d'avoir des stratégies industrielles maritimes nationales. Le Royaume-Uni en a une, les Pays-Bas en ont une. Il faut que la France se penche sur ce sujet. Il faut aussi en avoir une au niveau européen. Et ça, c'est ce qu'on travaille aujourd'hui avec l'ensemble de nos partenaires européens. C'est protéger l'industrie, donc avoir des mesures de protectionnistes pour protéger l'industrie navale contre la concurrence déloyale, mais aussi donner des moyens à cette industrie de se développer à travers des financements, à travers des optimisations fiscales, à travers du soutien à l'innovation. Voilà, message entendu, je l'espère. Plus de taxes sur les produits chinois, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Aujourd'hui, la Chine n'est pas taxée sur ses navires, puisqu'ils ne passent pas par les douanes. Donc, par contre, il faut voilà, et donc il faut trouver des systèmes pour répondre à ça. Les Américains sont en train, en effet, de le faire. Et à nous aussi, l'Europe, de mettre en œuvre les moyens pour se protéger et avoir aussi une flotte stratégique faite en Europe, ce qui est essentiel. Bien sûr, on l'a vu, en tout cas, avec tous ces conflits, en tout cas, actuels. Merci beaucoup, Philippe Missoff. Merci à vous. Merci d'avoir participé à On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite sur ce plateau de l'Hémicycle TV. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.